Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la Télé Futurs Médias. C'est parti pour le sommaire de ce journal. L'affaire ArcelorMittal, État du Sénégal. Le géant sidérurgique a versé 75 milliards de francs CFA au gouvernement en guise de dommages et intérêts. Le Sénégal reprend possession des mines de fer situées dans le sud-est du pays. La division s'accentue au Parti socialiste. Le camp d'Aïssata Tall Sall ne participera pas au congrès de la formation politique. Youssou Mbow soutient que les résultats proclamés hier n'engagent qu'Ousmane Tanor Dieng et son camp. La réponse de l'entente Kadakar ne s'est pas fait attendre après la mise en demeure de son directeur. Moussa Tine qualifie cette lettre de l'inspection du travail d'acharnement, de calomnie et de forfaiture. Et puis le focus du jour porte sur la précarité qui entoure la vie de beaucoup d'artistes au Sénégal. Malgré la présence du BSDA, ils ne parviennent pas à vivre de leur art. Les développements, c'est dans une poignée de secondes. Léa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Pour démarrer ce journal, ArcelorMittal verse 75 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal en dommages et intérêts. Un accord à l'amiable dans un litige sur des mines de fer. Une somme que va verser le géant d'acier pour ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles. Le Sénégal reprend donc concession des mines de fer situées dans le sud-est du pays. Fatou Bintou Conté, Modou Diop. L'affaire État du Sénégal, ArcelorMittal refait surface et continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Une information qui viendrait de la lettre du continent disant que c'est 2450 milliards. Je rappelle que 2450 milliards, c'est pratiquement l'équivalent du budget annuel du Sénégal. Tous ces chiffres montrent en tout cas que quelque part, on est en train de se précipiter pour communiquer. Le groupe sidérurgique indien, qui jusque-là n'a pas pu respecter ses obligations contractuelles, a obligé l'État du Sénégal d'ester en justice. ArcelorMittal n'a pas, pratiquement 6 ans après, réalisé autre chose que des études. Certes approfondies, mais des études. On n'a rien fait. Et c'est Wade, avant de partir, effectivement, qui avait demandé à son ancien ministre de porter plainte. Au finish, un accord à l'amiable a été trouvé par les deux entités dans ce litige des mines de fer, où ArcelorMittal doit verser à l'État du Sénégal plus de 150 millions de dollars de dommages et intérêts. Ces négociations qui ont démarré en juillet 2012 et qui, aujourd'hui, ont abouti à la signature d'un accord transactionnel pour arrêter le conflit qui était encore au tribunal arbitral. Et dans cet accord transactionnel, Arcelor a convenu avec le gouvernement du Sénégal de nous virer pour dommages et intérêts 150 millions de dollars, l'équivalent de 75 milliards de francs CFA, et l'ensemble des études menées sur la mine avec tous les résultats, tous les sondages, y compris les carottages, estimés en coût direct à 50 millions de dollars. C'est globalement une transaction de 200 millions de dollars. Le Sénégal doit désormais trouver un nouvel investisseur et pour le moment, 3 sociétés frappent à la porte. Le camp d'Aïssata Tall Sall ne participera pas au congrès du Parti socialiste. La révélation est de Youssou Mbow. Le mandataire d'Aïssata Tall Sall précise que les résultats proclamés hier n'engagent que Ousmane Tanor Dieng et son camp. Je vous propose de suivre les explications de Youssou Mbow au micro d'Ibrahima Kane. On a vu hier des résultats fantasmagoriques sortir pratiquement et qui nous rappellent de très mauvais souvenirs parce que c'est des résultats pratiquement à la coréenne avec 94% pour Ousmane Tanor Dieng et 5% pour Aïssata. Nous considérons que c'est juste malheureux pour le Parti socialiste et c'est une page extrêmement sombre que les gens viennent d'écrire pour le compte du Parti socialiste. On aurait dû quand même éviter cette théâtralisation du parti en étant beaucoup plus sérieux et beaucoup plus serein que cela. Ceux qui pensent qu'à travers ces scores-là, qu'ils vont légitimer Ousmane Tanor Dieng, ils se trompent. La légitimation passe d'abord par la légalité. Nous avons décidé de ne pas participer à ce congrès, malheureusement. Ça va être un congrès fade, ce sera un congrès sans éclat parce qu'un congrès sans âme. Un congrès sans âme parce que de bout en bout, on a violé les principes et les règles les plus élémentaires. Je vous le disais en sommaire, acharnement, calomnie, forfaiture. Le directeur de l'entente Kadakar qualifie ainsi la mise en demeure de l'inspection du travail. Moussa Tine compte s'en ouvrir à la hiérarchie sur les incohérences de cette correspondance. Plus de détails avec Adi Atala et Alioune Diagne.
L'intersyndicale des travailleurs ébruite la mise en demeure adressée à l'entente Kadakar. Moussa Tine, le directeur de la structure, rappelle les principes sacro-saints de l'administration. Selon ce dernier, la correspondance relève de l'acharnement et du dilatoire. Nous avons donc été vraiment étonnés d'entendre l'inspecteur du travail donner une lettre adressée à un organisme public, à des syndicats en fin de grève. Ça ressemble vraiment à de l'acharnement. Si ce n'est pas ça, effectivement, c'est une inélégance parce que entre administration, entre organismes publics, on n'a jamais vu cela. Au moment où l'inspecteur nous adressait cette lettre de mise en demeure, on était en négociation sous l'égide de son ministère avec les autres syndicats pour adopter la convention collective qui doit nous servir de base pour faire les bulletins de salaire. Le directeur de l'entente Kadakar déclare en outre que la mise en demeure ne va pas rester sans suite. Depuis 2005, les travailleurs perçoivent leur salaire sans bulletin de salaire. Est-ce que vous avez déjà entendu l'inspecteur du travail dénoncer cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on le fait maintenant? Voilà la première chose qui nous dit. C'est pour ça que nous allons donc faire non seulement cette lettre-là qu'on va lui adresser, mais on adressera la lettre à son ministre, au Premier ministre, au ministre de la décentralisation et même au président de la République. Parce que nous ne pouvons pas être dans un pays avec une administration républicaine et avoir des organismes administratifs qui se font la guerre. Au moment où on parle de la mise en demeure adressée aux responsables de l'entente Kadakar, Moussa Tine rappelle que les différents acteurs sont en avance dans des discussions pour une solution définitive aux préoccupations des travailleurs du nettoiement. Et puis, cérémonie de clôture de la 9e conférence des organisations internationales non gouvernementales. Entre autres recommandations, la criminalisation du délit de viol. L'administrateur de la francophonie a rendu un vibrant hommage à la société civile pour son engagement fatidien. Les organisateurs de cette 9e conférence tirent un bilan positif. L'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie salue l'engagement et la détermination de la société civile. Clément Duhem a également présenté les grandes orientations du cadre stratégique de la francophonie 2015-2022. La francophonie est consciente plus que jamais de l'importance de la société civile. Au moment où justement beaucoup de nos États membres sont fragilisés par les crises économiques, par la mondialisation qui n'a pas que des effets positifs, comme vous le savez, il est très important que la société civile d'où nous sommes nés de la société civile, notre organisation institutionnelle. Il nous faut justement, et cette conférence a été extraordinaire pour ça, être à l'écoute, qu'il développe justement, qu'il participe à ce que nous allons soumettre comme décision au chef d'État. Au sortir de cette conférence de clôture, des recommandations ont été faites. Pendombo a plaidé pour la criminalisation des délits de viol. Les femmes ont été victimes de viol. Et dans beaucoup d'autres pays, en Bosnie-Herzégovine, partout, le corps des femmes ou le corps de la femme est devenu un espace de conflit. Pour beaucoup. C'est en humiliant les femmes qu'on humilie toute une société, qu'on humilie l'adversaire, qu'on humilie la famille. Et les femmes qui sont humiliées dans des contextes où toutes sortes de maladies existent, à mon avis, on détruit à la fois la vie. Les participants de cette 9e conférence des organisations internationales non gouvernementales réaffirment leur volonté à faire de l'espace francophone un lieu de liberté et de paix. Les violences sexuelles dans les zones de conflit, des crimes qui doivent cesser, chère Tidiane. L'ambassade du Royaume-Uni, l'association des juristes sénégalaises et le comité préparatoire du 15e sommet de la francophonie entendent s'y atteler. Ils ont tenu un point de presse en prélude au sommet mondial mettre fin aux viols, aux violences sexuelles en zone de guerre. Compte rendu signé Aïssatou Païfal et Diafaraba. Les victimes des violences sexuelles en temps de conflit sont des femmes, et cela même en temps de paix. Une situation désastreuse. C'est pourquoi un grand travail de vulgarisation doit être fait afin de prévenir et d'éradiquer toute forme d'abus. Comment lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles dans les zones de conflit? Ce que dit la Commission, et ça fait partie de nos constats, nous autres de l'association des juristes sénégalaises, et c'est aussi le constat de l'ONU et de toutes les organisations qui luttent contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est qu'il y a un terreau favorable avant le conflit par la banalisation des viols. Le viol étant considéré comme un crime, le traitement médiatique doit être mieux pris en charge par les journalistes, selon le président du comité scientifique préparatoire du 15e sommet de la francophonie. La conséquence immédiate, c'est sa banalisation. Or, l'information liée aux violences sexuelles
encore plus sensible que toutes les autres informations, dans la mesure où elle touche à ce que la personne, à ce que l'être humain a de plus intime, ça touche à sa dignité et ça touche par conséquent à toute sa trajectoire identitaire. Dans tous les pays en conflit, les abus restent souvent impunis. Le problème, c'est que tous les pays sont touchés. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a conflit, on s'en prend aux filles. Vous avez vu, ça s'est passé au Sénégal, en Casamance. Ça s'est passé en Guinée. Donc déjà, ce sont des crimes qui font très peu l'objet d'enquête. Quand les victimes osent se présenter à la police et que ça va devant le juge, il y a un fort taux d'impunité parce qu'il y a un fort taux de relax, ou lorsque les peines sont prononcées, que le viol est constaté, les peines sont très faibles. La violence sexuelle doit être un crime. Dans n'importe quelle langue, n'importe quel contexte, n'importe quel conflit, d'où la nécessité d'agir rapidement, selon l'ambassadeur du Royaume-Uni. Aïssatou Païfal, merci. Le Conseil de l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie veut commencer le travail. C'est ainsi qu'il a procédé ce matin lors d'un séminaire à la relecture de ces textes. Le gouvernement a promis des locaux et un financement. Compte rendu signé à Fatima Ba et Modou Diop. Les statuts et le règlement intérieur du CORED relus ce vendredi, c'est pour mettre à niveau tous les membres du Conseil de l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie. Le CORED veut commencer le travail bientôt. Vous avez les membres du directoire, vous avez le tribunal des pairs. Donc, il faut mettre tout le monde à niveau parce que justement, ce sont ces textes qui vont nous permettre vraiment de fonctionner comme il se doit. Puisque le tribunal des pairs doit commencer incessamment son travail, évidemment, il était vraiment opportun que nous puissions, nous tous, avoir la même compréhension, n'est-ce pas, des textes. Il y a aussi la feuille de route, n'est-ce pas, qui nous permettra, évidemment, de rationaliser nos actions. Le gouvernement entend accompagner le CORED. Il promet des locaux et un financement au Conseil de l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie. Ils doivent faire un travail exceptionnel. C'est la raison pour laquelle, depuis qu'on les a mis en place, nous sommes prêts à les aider. Et nous avons décidé de leur donner des locaux, comme le Synpex, à la Maison de la Presse. Nous avons aussi également décidé de les aider financièrement. Et nous allons mettre en place une structure bipartite pour réfléchir pour leur existence, pour le financement. Nous apprécions à sa juste valeur ces décisions du gouvernement d'accompagner le CORED dans sa difficile mission, n'est-ce pas, d'autorégulation. Nous avons besoin vraiment de locaux pour faire le travail. Je pense qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui d'aller vers un mode de financement beaucoup plus structuré. Pour son plan d'action, le CORED a identifié 3 secteurs que sont le secteur formation et recherche, médias et public et le secteur tribunal des pairs en rapport avec les missions de la structure. Et si le code de la presse a été retiré de l'Assemblée nationale, c'est pour permettre aux différents acteurs de discuter des points qui ont suscité la réticence des parlementaires. Les solutions pourront être trouvées, c'est en tout cas l'avis du représentant du ministre de la Communication lors de ce séminaire du CORED, Alioune Dramé, que je vous propose d'écouter au micro de Fatima Ba et Modou Diop. Beaucoup de discussions. Vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé jusque-là. Mais maintenant, le président de la République a donné des instructions pour qu'on avance vite pour l'adoption du code de la presse. C'est pourquoi on a décidé d'écrire à l'Assemblée nationale pour retirer le texte. Parce que quand même, depuis 2010 jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et vous savez, nous avons aussi dans la presse des secteurs qui évoluent très rapidement, comme la régulation de la presse en ligne. Et ensuite, il y a le développement exponentiel des radios communautaires. Et tout ça, on n'avait pas pris ça en compte. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de retirer les textes et d'essayer de nous rencontrer à nouveau avec les professionnels, avec le comité scientifique et avec les parlementaires qui ne sont pas encore tous imprégnés de tous les avantages du texte. Célébration du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, les anciens combattants sénégalais laissés en rade. Le président de l'association des anciens combattants du Sénégal a étalé sa frustration. Lui et ses pairs ont été écartés des festivités marquant le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Plus de détails avec Aïssatou Païfal et Diafara Ba. Ancien combattant de la 4e génération,
Même s'il n'a pas participé au débarquement pour libérer la France, râle. Ses parents et grands-parents auraient dû être honorés. C'est une frustration. Ils ont eu à combattre pour que la France soit libre. Alors, quels qu'en soient les honneurs aujourd'hui, les Noirs qui ont combattu pour la France devraient tout au moins participer aux fêtes relatives à la libération de la France. 94 ans, matricule 17478, un monument. Il a participé à plusieurs guerres. Nous ne pouvons rien dire sur ce que la France a fait. Nous laissons nos supérieurs en parler à notre place. Même s'il n'a pas été convié aux festivités, ce vétéran relativise. Plusieurs de ses pairs sont restés au front. Je dispose de tous mes documents. Si je voulais partir assister à l'événement, il n'y aurait pas de problème, mais je suis malade. Mis à part tout cela, les anciens combattants sont bien pris en charge par l'État français. Les pensions allouées ont même augmenté selon eux. Direction Ziguinchor à présent, le refus de César Atoute Badiate d'autoriser la construction d'une dizaine de postes de production au sud des régions de Ziguinchor et Sédhiou n'a pas trop enchanté les populations, à commencer par des analystes de la crise casamançaise qui sévit dans cette partie du pays depuis plus de 30 ans. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. Le refus de César Atoute Badiate du MFDC d'autoriser le désenclavement de la partie sud des régions de Ziguinchor et de Sédhiou avec la construction de 12 pistes de production est négativement apprécié par les analystes de la crise casamançaise. C'est avec beaucoup d'indignation que nous avons appris en tout cas cette position de César Atoute Badiate. Certes, il y a des préoccupations sécuritaires qui ont guidé en tout cas la réaction de César Atoute Badiate que nous comprenons. Mais je pense qu'il faudrait aussi que les combattants du MFDC pensent aux populations. Ce refus, selon eux, ne fait que porter préjudice aux populations. Et ne pas autoriser cela, c'est encore confiner les populations dans une économie de quasi-subsistance, de subsistance, alors qu'elles ont bien besoin d'accéder au marché, de vendre leurs produits et de bénéficier de la sueur de leur front pour faire face à d'autres préoccupations que sont celles de se soigner, ce n'est plus gratuit, celle d'amener les enfants à l'école, ce n'est plus gratuit. Il reste à lancer un appel à César Atoute Badiate. Le souhait de voir ces routes réalisées, ces infrastructures routières réalisées, je pense qu'il faudrait accéder à cette demande, qui est une demande forte des populations qui veulent en tout cas sortir non seulement de l'enclavement, mais aussi de la paupérisation, de la pauvreté qui a fini de s'installer avec ce conflit-là. En tout état de cause, le problème, c'est d'éviter que un cadeau ou un investissement si important pour la Casamance soit transféré ailleurs, tout juste parce qu'en Casamance, on n'a pas voulu qu'on les construise. Pour rappel, la crise casamançaise a démarré sous sa forme actuelle en 1982. Boubacar Diassi, la 6e CISTAC jumelée cette année au 2e salon de la santé et des États membres de l'OCI. Léa, le thème, la santé, facteur d'émergence économique et sociale. Et le Maroc, choisi comme invité d'honneur pour son expertise en matière de santé, sera présent à ces événements qui vont se tenir du 26 au 29 juin prochain. Le lancement s'est tenu ce matin au CICES. Maïmouna Ndiaye y était. La production de biens et services par le développement, voilà le sens du CISDAC, Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar, un cadre d'échange pour une meilleure productivité. Ce CISDAC est important puisqu'il s'organise concomitamment avec le salon des pays membres de l'OCI et offrira l'occasion d'un brassage et d'échange et de discussion. Cette année, le royaume chérifien est à l'honneur, une opportunité pour l'industrie pharmaceutique sénégalaise. C'est parce que le Maroc a un avantage comparatif par rapport au Sénégal dans le domaine de la santé, et autant sur le plan de développement, la production d'équipements, autant sur la production de médicaments, mais aussi sur la réflexion par rapport à certains chantiers sur lesquels
nous sommes aujourd'hui. Le Maroc s'engage ainsi à mettre à la disposition du Sénégal des partenaires publics et privés. Le Royaume du Maroc s'est résolument engagé sur cette voie de développement du secteur de la santé, et ce à travers une approche cohérente, intégrée dans l'objectif de vulgariser l'accès aux soins et l'accès aux médicaments à toutes les couches sociales, notamment aux citoyens les plus démunis. Le relèvement du plateau technique, la répartition équitable du personnel de santé dans le territoire national, entre autres défis du 6e SISDAC. Ce samedi 7 juin 2014, le groupe Futur Média organise une journée de formation sur l'acte 3 de la décentralisation en vue des élections locales du 29 juin prochain. Une journée de mise à niveau organisée en partenariat avec le ministère des collectivités locales. Une formation qui se tiendra dans les locaux de la piscine olympique. Et nous passons au focus du jour, chère Tidiane. Un focus qui porte sur la situation des artistes sénégalais. Pour la plupart d'entre eux, Léa, la vie rime avec précarité. En effet, souvent surmenés, leur santé en prend un coup et ce n'est pas toujours évident de joindre les deux bouts. Une situation qu'artistes et producteurs trouvent difficile. Ils lancent un appel à l'État pour une meilleure prise en charge. Salimata Aoussek, Mohamed Dian. Ils nous ont fait rire, danser, pleurer ou contribuer à notre éducation à travers leurs œuvres. En retour, ces artistes ne reçoivent rien. Une situation qui met Pape Faye hors de lui. On nous parle tout le temps, on nous rabâche les oreilles du statut de l'artiste, de couverture sociale. Depuis des années, depuis Mathusalem, il n'y a jamais rien de concret. Selon ce producteur, les musiciens doivent préparer leur retraite pour ne pas se retrouver dans des situations dramatiques. Donc, je pense que tout un chacun doit prendre quand même des dispositions par rapport au métier que tu exerces pour essayer de faire de sorte que, à un certain âge, que tu ne sois pas dans la misère ou dans la galère. Ils sont obligés d'organiser des soirées de gala pour aider leurs pères malades ou en situation de précarité. Cette année, l'Association nationale des artistes de l'Arco de Dakar a organisé, c'est une soirée de gala, autant pour moi, c'est une soirée de gala dont les recettes étaient justement destinées aux artistes qui étaient en difficulté. Nous avons envoyé des courriers à des autorités. Le ministère n'a pas répondu, n'a pas envoyé, n'a pas donné un rond. Des démarches sont en train d'être faites pour leur prise en charge. On m'a rencontré à la suite d'un courrier que nous avons adressé au directeur général de l'IPRES. Nous sommes allés le rencontrer, il nous a reçus. Et quand nous avons posé le problème en tant que directeur général de l'IPRES, il nous a dit « Nous sommes prêts à vous accompagner ». Un appel est donc lancé au président Macky Sall. Je demande au président Macky Sall de créer ce fonds d'aide et de solidarité en faveur des artistes du théâtre. Et parmi ces artistes qui rencontrent des difficultés au quotidien, Maodo Malick Diagne, plus connu sous le nom de Maud Diagne. Cet artiste comédien a marqué à son époque, originaire de Niakhate Niassane, c'est à Thiès. L'artiste a du mal à joindre les deux bouts à chaque fin du mois pour payer le loyer. C'est la croix et la bannière. Fatidia. Maodo Diagne. 40, le nombre d'années qu'il a consacré à son art, le comédien Maud Diagne a fait les beaux jours du théâtre sénégalais. J'ai joué dans des pièces comme Dakarou Djainala, Les 4 vieillards dans le vent, Warga Indien, Nidjaï Ndiaye, Les 3 étrangers. Nidjaï Anachaayi, avec les 3 étrangers. La pièce Les 4 vieillards dans le vent a propulsé. L'ancien pensionnaire de la troupe Diamonoy Taï de Feu Abou Kamara vit loin des planches. Son époque de gloire est révolue.
J'avais mal aux pieds, raison pour laquelle mes déplacements étaient très limités. J'ai tellement souffert, vous savez. Notre tutelle, de même que nos pères, ne nous assiste pas. Pour le comédien de la vieille école, le théâtre sénégalais a du plomb dans l'aile. De son point de vue, ses jeunes collègues n'assurent pas la relève. Les jeunes comédiens font tout sauf du théâtre. Nous, vous savez, c'est la vieille école. Divorcé et sans enfant, l'artiste a du mal à joindre les deux bouts. Modjane survit à peine dans un milieu précaire, comme pour dire que son art ne le nourrit pas. Fatiguing. Et pourtant, des structures comme le BSDA, le Bureau sénégalais des droits d'auteur, sont mises en place pour permettre à ces artistes de vivre de leur art. Le BSDA qui d'ailleurs va céder sa place à la Société de gestion des droits d'auteur. Le but sera le même, prendre en charge les droits de l'artiste avec le versement des recherches des radios et télévisions. Fatou Bintou Conté, Diafaraba. Pour la défense des intérêts financiers des artistes, le BSDA, Bureau sénégalais des droits d'auteur, a été créé, une structure qui tire ses ressources des redevances versées par les radios et télévisions. Et les radios et les organisateurs de concerts ou de représentations théâtrales ou chorégraphiques doivent payer des droits sur l'exécution publique de ces œuvres-là. Cette manne financière est versée aux artistes par un système bien simple, permettant à l'artiste de jouir des retombées pécuniaires de ses œuvres publiquement diffusées. Il faut avoir un répertoire dynamique, c'est-à-dire des œuvres qui passent souvent. Si moi, Abdoul Azizien, je suis inscrit au BSDA et que mes œuvres ne passent pas souvent, je n'aurai pas beaucoup d'argent. Mais par contre, John Seck, Youssou N'Dour, Simon ou DJ Awadi, dont les œuvres passent souvent à la radio ou à la télévision, perçoivent naturellement plus que d'autres. D'ailleurs, pour mettre fin à la précarité dont la majorité des acteurs culturels vivent, une nouvelle société de gestion des droits d'auteur a été créée, où d'autres lois sont incluses protégeant l'auteur et l'interprète. Je regarde une pièce de théâtre, cette pièce de théâtre a été écrite par un auteur, mais elle est exécutée par des comédiens qu'on appelle artistes-interprètes. Ces artistes-interprètes-là, hors leur cachet, n'avaient plus de source de revenus. Avec d'autres sources de revenus. Avec la nouvelle loi, ces artistes-interprètes vont bénéficier de droits qu'on appelle les droits voisins. De même qu'aussi les producteurs. Avec l'aide du BSDA, les artistes sénégalais arrivent à joindre les deux bouts, même si avec la nouvelle société, leurs droits sont plus élargis. Alors, nous démarrons avec le football. Baye Omar Niasse, l'une des satisfactions de l'équipe nationale du Sénégal face au Kosovo. L'attaquant, l'ancien de Ouakam, a inscrit un doublé. Il confirme ainsi sa bonne saison réalisée avec son club turc. Nos reporters Abdoulaziz Khan et Mardian sont allés à sa rencontre. Baye Omar Niasse aime visiblement les premières. Pour sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal, l'ancien joueur de Ouakam a inscrit ses 2 premiers buts avec les Lions. Un doublé face au Kosovo qui restera à jamais gravé dans la mémoire de Niasse. J'ai savouré parce qu'honnêtement, il fallait bien rentrer à la sélection A. Il fallait bien rentrer, il fallait bien se faire respecter et montrer qu'on a grandi, on a progressé et on va continuer aussi de le faire. L'attaquant d'Akhisar sait désormais ce qu'il doit faire pour durer dans la sélection. Pour l'instant, le fait de revenir dépendra de mon début de saison, malgré que j'ai fait une bonne performance en équipe nationale. Mais pour revenir en sélection, il va falloir déjà que dans mon club ou dans mon nouveau club où j'irai, je sois performant les 5-6 premières journées que je jouerai. Et ça, je me prépare déjà là à le faire. 2 buts qui sont venus confirmer la bonne saison de Baye Omar Niasse. Pour sa première expérience en Turquie, l'international sénégalais a inscrit 12 buts avec Akhisar. Et quand je suis arrivé en Turquie, quand je suis arrivé à Akhisar, il y avait 3 ou 4 attaquants qui étaient achetés et qui jouaient déjà dans le championnat turc en première division. Donc j'étais le nouveau venu qui venait d'un championnat sénégalais moins connu. Je me suis dit,
si les gens ici doivent avoir la pression, c'est pas moi qui dois avoir cette pression. Après cette bonne saison, la question de l'avenir se pose déjà. Ma priorité, premièrement, c'est d'aller dans un club où je vais jouer. D'aller dans un club où je sais que je pourrais garder mon niveau. Jouer tous les week-ends comme je sais le faire, parce que moi je suis un joueur. La seule façon où je peux grandir, où je peux gagner, où je peux être un joueur de niveau international, c'est de continuer à jouer. Baye Omar Niasse en est conscient, il sera attendu la saison prochaine. La confirmation étant une étape difficile en football, l'international sénégalais aura la lourde tâche de faire au minimum aussi bien. Voilà, Baye Omar Niasse, l'ancien attaquant de l'USO. Une information Coupe du Monde, Franck Ribéry, finalement forfait. Sa blessure au dos a eu raison de lui. Il ne participera pas donc au mondial avec l'équipe de France au Brésil. Et du football, nous passons au golf. Le club de golf de Cap Skirring tend vers une équipe essentiellement composée de professionnels. Les pratiquants de cette partie du sud du pays bénéficient déjà d'un parcours de 9 trous. Les détails avec le responsable technique Augustin Badian au micro de Chertidiane Dione et Ababakar Kamara. Un club golf qui appartient à la société Club Med, d'où nous sommes employés. Donc du coup c'est par rapport à ce golf que nous avons appris à jouer. Dans l'ensemble un peu moins connu par rapport au golf de Méridien et au golf de Sali, mais ça va, c'est un petit golf assez beau, 9 trous, très très beau, avec des caddies qui jouent moyennement bien. Voilà, c'était le dernier élément de cette édition. Grand spectacle ce soir sur la Télé Futurs Médias avec l'anniversaire de Fatou Guewel Diouf. Comme vous le voyez, le Grand Théâtre affiche déjà le plan. Rendez-vous donc à ne pas manquer. Léa, c'était un plaisir. Également, partagez, Chertidiane. Très bon week-end. À toi aussi. Donc, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec Ibrahim Makan. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.